Elle a tout de la silhouette familière qui fait la fierté des Français. Une île qui se forme à marée haute. Une forteresse religieuse perchée sur son rocher. Et une digue qui se découvre à marée basse pour laisser passer les nombreux touristes. Seule bizarrerie, c'est bel et bien le drapeau britannique qui flotte au sommet. Bienvenue au St. Michael's Mount, et oui, traduction parfaite du Mont Saint-Michel. En arrivant devant ce panorama, cette touriste française est interloquée. C'est assez étonnant, surtout qu'il y a un deuxième Mont Saint-Michel, entre guillemets. C'est drôle qu'ils De l'autre côté, c'est presque comme s'ils avaient construit exprès, en fait, pour pouvoir avoir le même. Plus petit, définitivement. Plus de vert, je dirais, sur celui-là. Et définitivement beaucoup plus court pour l'atteindre depuis la rive. Ça, c'est sûr, oui. Si son grand frère français est plus impressionnant, à l'intérieur, le St. Michael's Mount anglais est effectivement plus bucolique. Un petit port, à peine une boutique, des jardins verdoyants aux essences exotiques, un cadre un peu plus préservé qui a conquis ses autres visiteurs français. C'est plus petit que le Mont Saint-Michel en France. La première impression, c'est une impression de nature, plus naturelle aussi, plus sauvage que le Mont Saint-Michel. Quand on arrive au Mont Saint-Michel, c'est plein de boutiques, souvenirs, enfin, c'est vraiment une foule intense et on a l'impression vraiment d'être touriste. Là, c'est quand même plus, moins tourné vers le tourisme, un peu plus intime. Reste une grande question. La perfide Albion aurait-elle volé les plans de notre merveille nationale? Il s'agit en fait d'une copie tout à fait légale. Celui-là a été construit après le Mont Saint-Michel français. En fait, c'est l'abbé du Mont Saint-Michel en France, en 1080, qui a eu l'autorisation de construire ici un satellite de son monastère. Ce sont d'ailleurs des moines français qui s'y installeront en premier, à une époque où, depuis la conquête normande, les royaumes d'Angleterre et de France sont très liés. Au sommet du mont trône une église, plus modeste que l'imposante abbaye de Normandie. Autre différence, le château est toujours propriété de la même famille depuis 4 siècles, qui en a fait sa résidence principale. À l'époque monastique, ici c'était la cuisine. Mais depuis que l'endroit est devenu une maison privée, cette pièce a été transformée en une ravissante bibliothèque. Tous ces livres appartiennent à la famille des propriétaires qui viennent toujours lire ici. Des propriétaires qui peuvent profiter seuls de ces terrasses spectaculaires qui font face aux côtes françaises au-delà de l'horizon. Car dès la fin de l'après-midi, ou quand la marée remonte, les deux Monts Saint-Michel subissent le même sort. Ils redeviennent une île, les touristes s'en vont, le St. Michael's Mount se coupe du monde, laissé seulement à ses 30 habitants permanents. Dans cette région, les liens de parenté entre France et Angleterre ne se limitent pas au Mont Saint-Michel. Nous sommes en Cornouailles, régulièrement nommée la Petite Bretagne, puisqu'il existe aussi une Cornouaille française. Même falaise découpée, même couleur d'eau surprenante, même village de pêcheurs sur leur presqu'île, et même légende celtique, avec au premier chef celle du roi Arthur. Voici son château supposé, un peu plus loin sur la côte, à Tintagel. Se basant sur les légendes, un poète du XIIe siècle avait eu une révélation. Le poète vit les ruines d'un château, il s'est dit « ça doit être là ». Alors dans son livre, il situa la conception et la naissance du roi Arthur ici au château de Tintagel. Et au fil des siècles, les écrivains ont enrichi l'histoire. Mais Tintagel est toujours resté lié à la légende d'Arthur. Vérité historique ou romancée, Tintagel attire aujourd'hui des visiteurs du monde entier, comme ce groupe de jeunes Français en séjour linguistique. Les jeunes s'identifient aux personnages, puis il y a les légendes celtes, le roi Arthur, Merlin. Ça donne un petit côté un peu magique, féerique à notre voyage. C'est les chevaliers de la table ronde. C'est Arthur qui sort l'épée de la pierre là. Grâce à Merlin, c'est Excalibur. Excalibur, voilà. Et ça tombe bien, car juste sous leurs pieds, dans la falaise, se trouve une anfractuosité, connue depuis la nuit des temps comme étant la grotte de Merlin l'Enchanteur.